Petit gâteau. Croissant. Toilette. Écharpe. Rouge. Maillot. Buffet. Bonnet. Soutien. Lingerie. Maquillage. Abattu. Bâton. Casserole. Pão francês. Votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus dans le premier épisode de notre podcast. J'ai l'honneur d'être à côté d'elle, celle qui pédale plus dans la choucroute que dans son vélo, la belle et la bête, la chouchou des profs de phonétique de la langue française, avec son français huilé au beurre salé, plus nerveuse qu'un enfant. Plus nerveuse qu'un enfant qui vient de faire de la merde, Luisa Moraes. Voilà, bravo, super. Hein. Je ne suis pas le chouchou de la maîtresse, c'est pas vrai, mais je te remercie. Je t'aime quand même. Moi aussi. Bon, alors, et Adrien Luis, il est le monsieur le plus aimable de la planète. Il est professeur de français, il a déjà fait du théâtre, il danse comme personne d'autre, il trouve toujours des moyens pour mettre le corps ou le cœur en scène, même quand il s'agit de lire un petit texte. Il est poète, il a déjà travaillé comme menuisier, il a une moto et il aime dire que c'est le meilleur moyen de transport qui existe au monde. Il est toujours prêt pour les aventures avec des amis, surtout s'il s'agit de rester à la maison avec un verre de vin. Pendant la pandémie, il a commencé à jouer de la guitare et il a eu cette belle idée de créer ce podcast. C'est lui la tête de ce projet. J'adore parce que j'aime avoir des aventures avec des amis. Si c'est dans ma maison, si c'est chez moi, des aventures entre... oui, je te connais bien, oui. Oui. Parfait. Alors, aujourd'hui, notre idée, c'est de vous présenter même le podcast, nos projets, nos idées, et vous demander... De nous présenter. Exactement, de nous présenter plutôt. Hein. Et vous pouvez nous accompagner sur Instagram, @panfrancaispodcast. Et là-bas, on va mettre des contenus exclusifs chaque jour. Et notre idée de podcast, c'est mettre des épisodes hebdomadaires. Pour les Brésiliens, hebdomadaire, ça veut dire une fois par semaine. C'est un mot bizarre en français quand même. Tous les lundis matin, c'est notre idée. Hein? Et aujourd'hui, on va se poser des questions sur le podcast et sur nous-mêmes pour que vous puissiez connaître le podcast et nous connaître. N'est-ce pas, mademoiselle? Parfait. Alors, pourquoi un podcast, Adrien? Bon, pour moi, c'est parce que j'ai toujours aimé cette idée d'utiliser la langue française pour une chose autre que donner cours, tout simplement. J'adore parler français. C'est mon boulot, quoi. C'est ma formation. J'ai fait fac lettres avec... j'ai un diplôme de didactique de langue française et toujours, en principe, on a pensé de faire ce podcast à nos élèves, mais en même temps, on ne veut pas faire une chose très, très, très didactique. Notre intention, ce n'est pas apprendre le français dans le modèle traditionnel, parce que ça, on fait déjà dans nos cours de langue. Notre idée, c'est juste de donner une option. En principe, on a pensé de faire ça à nos élèves, mais à vous tous qui nous écoutez. Donc, l'idée, c'est de vous apporter un podcast, une possibilité d'écouter un podcast en français et parler des choses qu'on aime, parce que j'aime beaucoup parler des choses que j'aime. Et aussi des choses que je n'aime pas. Parfois, j'aime parler. Et toi, Luisa, pourquoi un podcast? Voilà, justement, ça fait longtemps, n'est-ce pas, qu'on a des idées, qu'on est inquiet. Et comme Perret qu'il dit, on a envie de créer une espèce d'espace, n'est-ce pas? Donc, une fenêtre pour faire des réflexions, pour nous amuser surtout, et pour créer des horizons hors de la salle de classe.
Et une autre curiosité qui peut apparaître, c'est pourquoi on a choisi ce titre, Pan française. Lisa. Bon, parce que c'est une chose, on a bien réfléchi, on a fait une liste de noms possibles en fait, mais Pan française, on a décidé pour ce nom parce que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien au Brésil, mais qui en fait, c'est une chose, n'est-ce pas? C'est un pain qui n'a jamais existé en France. Ouais, c'est une invention complètement brésilienne. Et voilà, hein. Et l'idée, c'est ça, hein, parce que je pense que ça représente parfaitement notre idée de podcast, parce que nous avons conscience que nous ne sommes pas francophones, nous sommes des francophiles. On a appris le français comme langue étrangère, mais ou peut-être justement grâce à cela, nous savons que cette idée d'une langue parfaite n'existe plus, hein. Ceux qui pensent encore ça, ils sont très en retard en fait. Donc, on peut parler une langue sans être natif de cette langue, hein, sans l'avoir comme langue maternelle. Et notre idée, en fait, c'est d'inviter ici, dans le podcast, beaucoup de francophones, mais aussi beaucoup de francophiles, hein, et montrer tous les français possibles, hein, à la plupart des personnes qui nous écoutent, hein. J'espère que vous allez aimer. Et oublier cette idée des fautes. Elle a fait une faute. La prononciation, c'était U. Il a parlé OU. On va pas s'inquiéter beaucoup avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu, plutôt, hein, nos discussions. Et aussi montrer ça, en principe, aux francophiles qui nous écoutent. Bien sûr, nous sommes ouverts aux francophones aussi. Mais bon, notre intention, c'est de donner un espace pour parler français aux francophiles aussi. Alors, l'idée du podcast, basiclement, c'est ça. On va discuter un peu de tout et de rien. Et, et de tout, encore une fois. À partir de la semaine prochaine, on va déjà vous proposer notre premier thème de discussion. Mais aujourd'hui, le thème, c'est là, nous-mêmes. Alors, Lisa, comment on s'est connus? Bon, on s'est connus à la fac quand on était étudiant au cours de lettres, ici à Belo Horizonte. Et voilà, on est devenus collègues et aujourd'hui, nous sommes des amis, n'est-ce pas? Oui, voilà. En fait, tu te souviens exactement du jour où on s'est connus? Alors, le premier jour, je ne me souviens pas en fait, hein, mais Oui. je me souviens qu'on s'est connus à cause de réunions qu'on avait, parce qu'on était prof, n'est-ce pas, au cours qu'il y avait à la fac. On donnait des cours de français dans la fac de lettres et un cours pour tous les publics, n'est-ce pas seulement pour les personnes qui sont à l'université. Et voilà, on s'est connus dans les réunions, n'est-ce pas, pour les profs. Oui. En fait, pour moi, j'ai toujours voulu te demander ça, parce que je sais que tu as un ami qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Et je ne sais pas si c'est toi ou si c'est elle que j'ai vu, que j'ai fait un cours de sémantique de la langue portugaise dans la fac. Parce que quand je t'ai vu dans les réunions du CENEX, de l'école de FMG, j'ai pensé que c'était toi, que j'avais déjà fait un cours. Je t'ai traité comme si je te connaissais déjà. C'était toi? Non, ce n'était pas moi. Non, 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 pas du tout. C'est mon amie. Comment elle s'appelle déjà? Karine. Ah, voilà. En fait, nous sommes très proches. Oui, quand on est des amis, on devient. Donc, Non, non, non. on Vous se êtes la même mélange un petit personne. peu. Oui, non, pour moi, vous êtes la même personne. Donc, c'était elle. Tu n'as jamais fait un cours de sémantique? J'ai jamais fait. Non, oui, j'ai fait, bien sûr, mais pas avec toi, hein. Ah, oui, bon. Alors, je pense aussi qu'on s'est connus dans les réunions, hein. En fait, juste pour expliquer un petit peu, à l'Université fédérale de Minas Gerais, il y a un centre de langues étrangères qui
dont l'objectif, c'est apprendre les langues, pas seulement la langue française, mais il y en a plusieurs, au public général, le public des étudiants de l'université, mais aussi hors de l'université, pour la communauté en général, à bas prix. Et l'intention, c'est de faire les étudiants des didactiques des langues donner cours. Donc, c'est en même temps une école des langues et une école de formation des profs des langues. Donc, c'est pour cela aussi que les prix sont plus bas, parce que ce sont les étudiants qui donnent cours. Et nous deux, on s'est connus là-bas. Et après, on s'est connus, en fait, mais comme bonjour, bonsoir, ça va, n'est-ce pas? On s'est rencontrés que dans les réunions, on ne se parlait pas trop, en fait. Oui, tout à fait. Et un jour, Adrien, il m'a envoyé un mail Oui. pour m'inviter pour un projet extraordinaire et super fou. C'est une curiosité que j'ai, hein, parce que je t'ai envoyé un email, c'était pendant les vacances, parce qu'en fait, j'ai fait un cours un cours en ligne à l'époque déjà, même avant Covid, dans l'école c'est une école portugaise qui s'appelle Escola da Ponte, en français, École du Pont, qui c'est une école dans laquelle ils proposent une manière différente d'apprendre des choses. Bon, si vous ne connaissez pas les auditeurs, bon, c'est une école à connaître, hein? C'est super. Donc, j'ai fait un cours en ligne avec les pédagogues de cette école, dans lequel ils parlaient de leur méthodologie, comment elle fonctionnait, comment elle était appliquée, tout ça. Et j'ai eu l'idée de faire ça avec la langue française, l'apprentissage d'une langue étrangère. Parce que l'école, ce n'est pas des langues étrangères, c'est une école normale, hein, des collèges, lycées, tout ça. Mais seul, je ne pouvais jamais m'en sortir, hein. Donc, j'ai eu l'idée d'appeler Louisa parce que quand je la voyais dans les réunions, quand je te voyais dans les réunions, quand je t'écoutais, je me suis rendu compte qu'on pensait un peu les mêmes choses, on avait un peu les mêmes inquiétations et tout ça. Et comme ça, on ne se parlait même pas trop. Je t'ai envoyé un email. Il y avait une sympathie dans l'air, hein, donc... Oui, mais j'aimerais savoir comment tu as pris cet email, parce que je t'ai envoyé un email en pleine vacances en t'invitant pour faire un projet bizarre. Oui, en fait, j'étais surprise parce que voilà, donc c'était une surprise, mais j'ai accepté l'invitation de ce projet-là et ça a été super en fait parce que cette école-là, l'école du Pont, Escola da Ponte, c'est une école pour étudier tout, maths, la langue maternelle, enfin, biologie, géographie, mais en fait, c'est pas une école traditionnelle. Donc, ça a été une invitation donc, qui m'a fait sortir d'un état de confort, hein, d'enseigner la langue française au modèle traditionnel. Donc, ça a été super, en fait. On a fait de belles expériences, hein. On a rassemblé deux classes, n'est-ce pas, de français. Et en fait, ça a été super parce qu'on a travaillé le corps hein, avec les étudiants. On a pensé beaucoup au mot autonomie, n'est-ce pas, pour apprendre. Oui. Donc, ça leur a donné, enfin, je pense que une fenêtre, n'est-ce pas, donc de repenser les façons de vivre, de se poser dans le monde, d'apprendre, enfin, c'était super. En fait, l'idée, c'était aussi d'apprendre aussi avec les expériences, pas seulement avec la théorie des langues et tout ça, hein. Bon, je vais juste expliquer un petit peu. Donc, on avait deux classes. Moi, un de nous avait comme 10 élèves, l'autre 15, une chose comme ça. Et on a, comme Louisa a dit, on a rassemblé dans une seule classe et on était deux profs dans une seule classe, pour une classe de 20 à 25 élèves. Et chaque semaine, hein, parce que une chose importante, c'est que les classes étaient les samedis matins
C'était 4 heures de cours, hein, de suite, avec une petite pause café entre chaque 2 heures. Après 2 heures, on faisait une petite pause café, on reprenait les cours. Et c'était assez ennuyant pour tout le monde, pas ennuyant, mais fatigant quand même, hein, parce que c'était samedi matin, 4 heures de cours, jusqu'à midi, voilà. Et l'idée, c'était de rendre ça une expérience même, hein, pour réveiller les sens. Donc, l'idée, c'était les 2 premiers horaires. On faisait des pratiques corporelles, des pratiques d'expérience physique et d'expérience tactile, oui, avec les 4 sens que nous avons. Déjà dans le thème du cours, dans le thème grammatical, linguistique qu'on allait étudier, on se réunissait tous les vendredis ou jeudis, si je ne me trompe pas, pour préparer ces cours. Et donc, on faisait les 2 premiers horaires. Par rapport au thème qu'on devrait apprendre aux élèves, on concevait des expériences corporelles, physiques. Et à partir de cela, on travaillait ça et le deuxième moment, on formalisait ça quand même un petit peu dans le tableau. On proposait des exercices linguistiques, des choses comme ça. Hein. Et Adrien, il a eu la belle idée d'apporter du café. Donc, on apportait, en fait, on faisait un petit déj, n'est-ce pas, au début. Et c'était super. Déjà, on écoutait de la musique. Chaque jour, une chanson différente. Et ça a été super, en fait. Hein. C'est difficile même de décrire, hein, pour que vous puissiez, enfin, comprendre. Mais belle expérience. Merci, Adrien, pour cette invitation, cette folle invitation que je vais garder pour toute ma vie. Merci à toi aussi, parce que sans toi, seul, je suis sûr que j'allais faire un jour ou 2 et après, j'allais laisser tomber, tu vois. Et je pense que pour les élèves, ça a été assez intéressant. On a pu remarquer des vrais changements dans le comportement des élèves qui étaient assez timides au début. À la fin, ils étaient très, très, très intégrés dans le cours et très proches de nous-mêmes. Ils nous confiaient des choses. Et je sais que cette classe, elle a continué presque, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont continué du début à la fin du cours ensemble. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait, de leur demander comment cette expérience leur a touché. Mais en fait, j'ai encore des contacts avec quelques-uns sur les réseaux sociaux et tout ça. Peut-être que je vais leur demander. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, en tout cas, ça a été notre premier vrai contact, hein, parce que ça, on se voyait toutes les semaines, on se parlait, on a commencé à... C'est en ce moment-là qu'on est devenus des amis, en fait, hein, parce qu'avant cela, on était juste des collègues qui travaillaient ensemble, tout ça. Voilà. Mais quand même, malgré ces temps qu'on se connaît, il y a des choses qu'on ne sait pas, un de l'autre, hein, pas encore. Oui. Donc, notre idée pour la suite de ce podcast, c'est on va se poser ces questions qu'on a toujours eu envie de savoir, mais qu'on n'a jamais, ou pas toujours eu envie, mais qu'on a envie de savoir encore, un sur l'autre. Et on va se poser ces questions et pour que nous puissions nous connaître un peu plus et pour que vous puissiez nous connaître aussi. Voilà. Alors, Louisa, je vois que tu es quelqu'un, je te vois quelqu'un de très routard, hein, comme ça. Tu es quelqu'un qui est très hippie, qui aime voyager avec un sac à dos et tu pars et tu sais pas, tu m'as jamais invité à faire du camping avec toi, voyager vers le nord-est du Brésil à pied avec un sac à dos, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de toi. Est-ce que cette image est bonne? Quelle est ta relation avec la route? Bon, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime. En fait, les auditeurs, Adrien, il rigole parce que je connais rien du Brésil, en fait. Mais j'ai fait quelques voyages. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense que peut-être parce que j'ai grandi dans un petit village
au Vale do Jequitinhonha, à Minas Novas. Et donc, quand je suis venue à Belo Horizonte pour étudier, ça a été une expérience folle et extraordinaire, en fait, parce que c'est une grande ville, il y a des ascenseurs, il y a des escaliers roulants, donc il y a des autobus pour se déplacer dans la ville. Alors ça, c'est nouveau pour moi. Donc, je pense que j'ai eu envie de connaître, de voyager, de connaître d'autres horizons, d'autres personnes. Et donc, c'est ça, j'aime beaucoup. Bien. Et t'es pas hippie alors? C'est juste dans mon imagination. Pas du tout. Pas du tout. Mais je sais, malgré n'être pas hippie, je sais que tu es allé en France dans une maison un peu différente, n'est-ce pas? Tu as eu une expérience. Je pense que c'est intéressant de raconter un petit peu, non? Cette expérience, oui, tout à fait. J'ai habité dans une communauté, en fait, au sud-est de la France. Et je suis allée, en fait, j'ai beaucoup travaillé pendant la fac, mais j'ai travaillé comme vendeuse pour garder de l'argent, pour voyager. En fait, après, j'ai voyagé et j'ai vécu dans une communauté au sud-est de la France, n'est-ce pas? J'ai un ami, en fait, une famille, n'est-ce pas? Ce sont les amis de mes parents, en fait, et qui ont connu cette communauté. Ils m'ont dit, ah, Luisa, il y a cette communauté, c'est super. Et donc, je suis allée, j'ai vécu là-bas. Je suis allée, je pense que en 2011, janvier 2011, je pense. Et ça a été une expérience fantastique. Bien sûr qu'une communauté, c'est pas quelque chose c'est pas un rêve. C'est la société. Bon, voilà, il y a des problèmes. Mais c'est une communauté super intéressante. On danse, on chante ensemble, on plante. Donc, il y a un travail de conscience, de collectivité, un travail de conscience de nous-mêmes, de notre spiritualité, des questions philosophiques, n'est-ce pas? Et on connaît de personnes de tous les types. Donc, j'ai connu des belles personnes. Voilà. Et c'est une expérience qui a changé ma vie et qui a changé ma vie. Très bien. Bon, et toi, Adrien? Je sais que le théâtre, je sais que c'est une chose importante. Quand je t'ai connue, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, on a fait cette expérience quand on a donné de cours ensemble. Et alors, je voudrais savoir, comment est-ce que tu as découvert le théâtre? Mais en fait, le théâtre, je l'ai découvert quand j'étais déjà à la fac. J'ai fait un cours dans lequel c'était nécessaire de voir c'était un cours d'activité culturelle, un cours introductoire. Et c'était nécessaire de voir des pièces de théâtre, aller au cinéma, et on faisait des rapports sur les œuvres, on étudiait un peu à propos d'art et tout ça. On devrait aller voir une pièce de théâtre et un film dans le cinéma et faire des rapports à partir des théories qu'on étudiait. Et c'est pour cela que j'ai connu le théâtre, en fait. Avant, à la fac, je ne connaissais pas. Et bon, je suis tombé amoureux du théâtre. En fait, moi-même, personnellement, je n'ai jamais fait du théâtre, vraiment. Je n'ai jamais joué dans une pièce de théâtre, mais j'ai déjà fait beaucoup de cours des théâtres, des techniques de théâtre. Parce que je pense que je pense que mon truc, c'est le corps, en fait. Et le théâtre, il joue avec le corps. Et c'est pour ça qu'il m'a attiré l'attention, parce que quand j'étais ado, je pensais pas du tout aux choses des théories,
j'ai passé ma journée en jouant du foot, en faisant du sport. J'ai toujours aimé beaucoup utiliser mon corps pour faire les choses. Et après, quand je suis entré à la fac, fac lettres, c'était une chose assez théorique. J'ai trouvé dans le théâtre une chose théorique et corporelle en même temps. Ça m'a donné beaucoup de plaisir, en fait. Oui, ça m'a beaucoup touchée en fait, parce que quand on a fait cette expérience de donner deux cours ensemble, je voyais que tu avais tu avais déjà une expérience par rapport à ça. Et une sensibilité, n'est-ce pas? Donc, alors, une autre chose que je voudrais te demander, c'est que, bon, je sais que tu es un lecteur, un passionné de poésie, donc, et aussi poète. Donc, tu fais cet exercice-là d'écrire. Et donc, quand est-ce que tu appelles la poésie dans le quotidien? Quand est-ce que tu dis, ah non, voilà, j'ai besoin de ça? Oui, je pense que la poésie, vraiment cette relation avec elle, j'ai toujours trouvé beau, mais je ne comprenais rien quand j'étais plus jeune à l'école. J'aimais beaucoup la poésie déjà, peut-être à cause de la sonorité. Je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de très visuel, en fait. Peut-être c'est pour ça que le corps, j'aime le corps, parce que c'est une chose que je peux voir, je peux sentir, il est là, hein, c'est physique. J'ai un peu de difficulté pour m'attacher aux choses que j'écoute. Parfois, je vais écouter une chanson, après quelques minutes, j'arrête d'écouter, je commence à flâner dans mes pensées et tout ça. Pédaler dans la choucroute. Ou par exemple, je vais regarder un cours et après, je flâne ailleurs, c'est terrible. Mais je ne sais pas, peut-être que la poésie, comme elle a ses ressources rythmiques et tout, c'est une chose qui m'attache, les mots. En fait, c'est un paradoxe. Hein? Je ne m'attache pas beaucoup au son, mais en même temps, il y a quelques sons qui restent en moi. Tu vois? Parfois, j'écoute des choses où je vois des choses et que je sens besoin même de parler de ça, d'écrire sur ça. Et c'est pour ça que j'écris parfois, parce que j'ai besoin. Parfois, je n'écris pas. Il y a des périodes que j'écris plus, d'autres dans lesquelles j'écris rien. Mais la poésie, de manière générale, dans ma vie aujourd'hui, elle est un guide de conduite même. Hein? Parce que je ne suis pas quelqu'un de religieux, je n'ai pas de religion, je ne vais pas dans une église, je ne fréquente pas des cultes. Mais par contre, j'ai dans la poésie ma religion, on peut dire, c'est un peu cliché peut-être de dire ça, mais j'ai un livre en particulier, qui c'est un livre de Fernando Pessoa, un écrivain portugais, qui a beaucoup d'hétéronymes. Il écrit de manière différente. Il crée un personnage et il écrit comme s'il était ce personnage. Et un livre d'un hétéronyme spécifique, que c'est Alberto Caeiro, il a un livre qui s'appelle O Guardador de Rebanhos, que pour moi, c'est ma Bible, à moi. Ce livre-là, je l'ai lu au moins une fois par an. J'ai lu ses poèmes et à chaque fois que je me sens un peu perdu et dans le sens de je ne suis pas les conduites que je crois que c'est les bonnes pour ma vie. Je le reprends, je le relis et je peux me retrouver. Oui. Parce oui. que Fernando Pessoa, c'est une personne intéressante parce que tu as parlé des hétéronymes. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là en français, mais hier même, j'ai pris un livre de Ana Cristina César, un poète, n'est-ce pas, brésilienne. Et donc, il y avait un poème qui disait, un petit poème, je pense que 2 phrases qui disaient « Tout le monde est un peu Fernando Pessoa ». Parce qu'en fait, il rassemble toutes les personnes. Donc, c'est cool, hein? À mon avis, si vous voulez, si quelqu'un me demande, dis-moi un poète que je peux lire pour le reste de ma vie, c'est Fernando Pessoa, parce qu'il a tout. C'est ça, il a tout. Si tu es quelqu'un de très
très contemporain dans le pire sens d'être contemporain et moderne, tu peux lire Álvaro de Campos. Si tu es quelqu'un de très réservé, mais qui a un bagage érudite, voilà, si tu as un bagage érudite, tu peux lire Ricardo Reis. Pour moi, c'est impossible. Il a beaucoup de références érudites. Si tu es quelqu'un qui aime la nature comme elle est et qui l'accepte comme elle est, avec le bon et le mauvais qu'elle a, tu peux lire Alberto Caeiro, tu vois. Il a tout, en fait. Donc, c'est un poète. On peut faire un podcast, un mois entier pour parler de Fernando Pessoa. Ça, c'est une bonne idée, en fait. Hein? Et c'est intéressant parce que Caeiro, c'est pour ça que je l'utilise comme Bible. Parce que moi, je crois que si j'étais écrivain comme Pessoa, je serais plutôt Álvaro de Campos. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec sa vie, qui se plaint un peu de tout, qui n'est pas en conformité. Et Caeiro, c'est le contraire de ça. C'est pour ça que j'utilise comme la Bible. C'est comme la Bible même qu'on va utiliser pour comme une utopie. Tu vois, c'est ça, c'est l'idéal. Je dois être comme... En fait, une source, n'est-ce pas? Oui, c'est une utopie même comme un but. Tu vois, par exemple, Caeiro, il est en conformité avec la nature. Il accepte la nature comme elle est. Il ne se plaint pas de la nature. Il ne désire pas sur la nature, par exemple. Il ne veut pas imposer ses désirs à la nature. Que la nature soit comment il voulait qu'elle soit. La nature, elle est. Oui. Il a une phrase qui dit que penser, je vais traduire pour le français, hein, penser, c'est être malade des yeux. Pensar, em português, pensar é estar doente dos olhos. Donc, penser, c'est être malade, c'est avoir les yeux malades, une chose comme ça. Parce que si tu vois, c'est pas nécessaire de penser, tu vois la chose. Si tu vois un arbre, c'est un arbre. Tu vois une personne, c'est une personne. C'est pas nécessaire de penser qu'est-ce que c'est l'arbre, qu'est-ce que c'est la personne, c'est ça que tu vois. Et moi, je suis le contraire, je suis tout le temps en train de penser. Et quand c'est trop, je reviens à Caeiro pour arrêter cette tendance. Trop réflexive. Oui, trop philosophique et tout ça. Ouais. Oui. Voilà. Bon, je pense que c'est ma foi. Hein? Alors, Luisa, une chose que je remarquais, c'est que tu viens d'une famille de musiciens et tu as toujours eu une relation avec la musique plus proche de la musique. Hein? Mais on ne s'est jamais parlé de ça. Donc, je trouvais que c'était une occasion intéressante de t'écouter. Quelle est ta vraie relation avec la musique? Bon, en fait, c'est ça, comme tu as dit. Hein. Donc, ma famille, mon père, il est musicien. Il n'a pas travaillé comme musicien. Il n'a pas gagné de l'argent parce il travaille avec l'agronomie. Mais dès qu'il était jeune, il fait des compositions, il écrit, enfin, il joue de la guitare. Et donc, mon frère, il a appris avec mon père. En fait, ma mère, elle a travaillé, elle jouait de la percussion et mes parents, ils ont participé à des festivals, n'est-ce pas, pour jouer de la musique. Ils ont même gagné des festivals, mais ce n'était pas leur profession. Mais oui, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'écoute de la musique, hein, enfin, tous les jours hein, pour faire n'importe quoi. Je pense que c'est quelque chose qui me touche. Je plonge vraiment dans... Quelquefois, c'est pas toujours. Hein, je suis pas trop intense. Mais j'aime bien sentir le rythme et voyager un petit peu dans les paroles, n'est-ce pas, dans l'histoire. Hein. C'est bon de parler cette chose de sentir et voyager. Parce qu'autre chose que j'aimerais savoir, c'est justement cette... Je te vois aussi quelqu'un qui aime beaucoup les choses métaphysiques, peut-être. C'est pas le terme. Hein.
Tu me corriges si je me trompe. Je vois que tu es quelqu'un qui aime beaucoup accompagner les astres, l'astrologie, faire de la méditation, du yoga. Donc, tu aimes ces choses métaphysiques et tout ça. Et comment ça t'est venu? Comment ça t'est- ça t'arrive pendant ta journée? Comment ça entre dans ta vie? Vrai. Hmm. Oui, je ne sais pas exactement expliquer le pourquoi en fait, mais un jour, un ami, il m'a dit, bon, je suis venue quand j'étais adolescente, habiter à Belo Horizonte, et un ami, il m'a dit, ah, il a un monsieur, un monsieur plus âgé, très mignon, il lit, n'est-ce pas, les cartes natales, l'astrologie. Donc, j'y suis allée et ça m'a beaucoup touchée en fait. Et bon, je pense que je ne sais pas le pourquoi, mais je m'intéresse, ça me touche. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est très déconnecté, n'est-ce pas? On est très, comme tu as dit, on est très réflexif, on est très intellectuel, rationnel. Et donc, je pense quelquefois, on a oublié tout le monde qui est autour de nous, c'est comme Albert Caillé que tu as dit. Hein. Donc, le yoga, par exemple, pour moi, c'est un moment, je prends du temps pour être en silence, n'est-ce pas, avec moi-même, pour sentir. Et voilà, quelquefois, je pense, j'ai des pensées, et ça, c'est normal. Mais une fois, j'ai déjà fait une retraite de méditation qui s'appelle Vipassana. Donc, j'ai resté 10 jours en silence absolu. Et ça a été une expérience vraiment qui a touché aussi, qui m'a beaucoup touchée. Et donc, quelquefois, je ne sais pas si ça a été dans ce moment-là, mais j'ai entendu une métaphore, une personne qui m'a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est la méditation. Elle m'a expliqué avec une métaphore. La métaphore, c'est quoi? C'est méditer, c'est à peu près quand on est à l'arrêt des bus, quand il y a des bus qui passent. Donc, le bus pour aller à Savas, pour aller au centre, pour aller à Barreiro, hein? Mais on ne prend aucun bus. Ça veut dire, les bus, ce sont les pensées, mais on ne prend rien. Donc, ça veut dire, on ne suit pas nos idées. Donc, ça veut dire, on observe, hein? On voit, simplement, tout simplement. Et C'est oui, une belle c'est image. très beau. Oui, belle image. Et donc, je pense que ça, c'est à peu près un petit peu un contre-système, tu vois, de capitalisme, d'être toujours productif. Et je pense que Oui. Et même voilà le sens de la vie, hein, parce que sinon, on est des machines. et en prenant cette idée de cette métaphore, de cette image de l'arrêt de bus, euh, cette idée capitaliste même de pourquoi aller à l'arrêt de bus si ce n'est pas pour prendre un bus. Exactement. En attendant Godot, voilà, c'est ça, un petit peu. Hein. Donc, Oui, exactement. On attend Godot, mais en fait, on n'attend pas Godot. On attend tout simplement. oui, tout à fait. Voilà, la vie, elle se passe quand quand on attend. Hein. Sans Quand attendre. on attend quoi? Rien. Oui, c'est cool. Alors, quelle est une question que je pourrais te demander maintenant? Dans votre vie, il y a le théâtre, la danse aussi. Et quel est le rôle du corps dans votre vie? Donc, tout simplement. Donc, je sais que tu as déjà parlé un petit peu, mais quel est le rôle? Bon, déjà, c'est le rôle de vivre, hein, biologique. Sinon, pour ceux qui croient à la vie après la mort, je serai un fantôme. Pour ceux qui n'en croient pas, je serai rien. Je serai pas. Mais après, je pense que c'est ce que j'ai déjà dit. Hein, comme, je viens d'une famille dans laquelle on n'a pas l'habitude de parler beaucoup des choses. C'est une famille bien traditionnelle, mineire, des Minas Gerais, hein, dans laquelle le silence des gens, de la famille, il est plus grand que la voix. Donc, on voyait
beaucoup de télé, surtout la télé, hein, c'était tout le temps allumé, je me souviens. Donc, je pense que j'ai appris à me communiquer sans utiliser la voix. Tu vois, j'ai appris à me communiquer avec les yeux, avec des gestes, me communiquer, de comprendre les personnes aussi à travers les yeux, à travers les gestes et tout ça. Peut-être que ça vient de là. Peut-être, mais je ne sais pas t'expliquer exactement, mais c'est une chose qui m'a toujours attiré. Et j'ai toujours, comme j'avais dit, j'ai toujours aimé faire des sports, par exemple, utiliser mon corps. J'aime être en bonne forme, savoir que je peux utiliser mon corps pour faire les choses, tu vois. En fait, l'idée de travailler avec ma voix et mes connaissances, elle m'est venue, comme j'avais dit, quand je suis entré à la fac, beaucoup de temps après. J'avais déjà 18 ans. Donc, j'ai vécu 18 ans avec mon corps, tout simplement, presque tout simplement. Hein. Et je pense que c'est ça. Et je sais pas, il y a quelque chose de différent. Je pense que quand on utilise le corps pour faire quelque chose, le corps, il a une manière d'apprendre que c'est différent de celle du cerveau. Même le cerveau, il fait partie du corps, hein, bien sûr. Mais si on apprend avec le corps, la théorie, elle est beaucoup plus facile, je pense. On apprend sans se rendre compte. Bon, par exemple, si on apprend à faire du vélo, on apprend à conduire la voiture, la moto, ou à cuisiner même, les choses qu'on fait avec le corps, il y a un moment où le corps, il apprend à faire la chose et on n'a plus besoin de contrôler le corps. Il fait tout seul parce qu'il a déjà appris. Hein. Moi-même, j'ai philosophe beaucoup sur ma moto, surtout quand la circulation elle est calme. J'arrive chez moi sans savoir comment j'y suis arrivé. Je dis, ah, je suis déjà là parce que j'étais perdu dans mes pensées. Et quand je me rends compte, je suis déjà chez moi. Surtout si c'est en route, surtout non. Ça se passe quand c'est une route que je connais déjà, que j'ai l'habitude de la faire, que mon corps a l'habitude de la suivre. Hein, je pense que c'est ça. Pour moi, le corps, c'est vivre sans corps. Pour moi, c'est pas vivre. Comme je dis, je suis pas quelqu'un de très religieux. En fait, j'essaye d'éviter de penser une vie après la mort, une vie après perdre cette forme, ce corps. Mais ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de profiter de la vie que j'ai maintenant. Parce que je pense toujours que si je devrais vivre maintenant en pensant à arriver dans un paradis, comme quelques religions nous prétendent nous faire suivre cette pensée, j'allais me souvenir de ces paradis, naturellement. Comme je ne suis pas né avec cette idée, cet idéal de paradis dans ma tête, je pense que c'est mieux de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Et après ma mort, s'il y a un paradis ou pas, je vis la chose qui va venir avec le corps que je vais avoir, quel qu'il soit. Tu vois? Oui, c'est cool que tu as dit ça parce que je lis un livre maintenant qui s'appelle Torto Arado, un livre très connu aujourd'hui, très au Brésil, qui vient de sortir. Il y a un moment du livre, bon, je ne sais pas si je peux faire ça, mais il y a un moment, une partie du livre, à la fin, que le personnage, c'est la pluie. Et c'est cool. Ah, c'est cool même, hein. Je ne connais pas. C'est qui a écrit le... Il s'appelle Itamar Vieira Júnior. C'est un écrivain brésilien. C'est un livre qui vient de sortir. Oui, c'est un roman. Il vient de sortir. Il est sorti en 2020, je pense. Ah, c'est cool ça. Très, très cool. Voilà, je ne sais pas encore la pluie, mais si après ma mort je deviens pluie, c'est sûr que je vais pleuvoir. C'est ça l'idée hein, que j'ai en tête. Bon, alors, une autre question que j'ai à te poser, c'est, je remarque
dans ton Instagram plutôt, que tu as l'habitude de faire bon, je ne sais pas si tu prends toujours les photos comme ça, mais tu publies généralement des très, très belles photos, hein, très bien travaillées, très bien prises. Et quelle est ta relation avec la photographie même? Parce que ça c'est une chose qui m'attire l'attention chez toi. Mhm. Je pense qu'à cause de mon père et d'un oncle de ma mère. En fait, j'ai un oncle qui est photographe, enfin professionnel. Il a étudié, il faisait de la photographie analogique et bon, il a gagné des prix. C'est une personne qui sait beaucoup. Et pour moi, c'était une grande personne. C'était un personnage en fait, parce qu'il est allé nous visiter quand j'étais petite, quand j'habitais dans le petit village que j'ai dit. Et donc, c'était une personne super importante. Et je voyais il y avait un mouvement aussi du corps, n'est-ce pas, pour garder quelques moments. Hein. Et donc, mon père, il est né aussi dans un petit village. Et donc, quand il était jeune, n'est-ce pas, il a acheté un appareil photo. Et donc, toute mon enfance, je me souviens de cet appareil photo. Donc, il prenait de belles photos parce que c'était pas un appareil, c'était un appareil photo plus professionnel. Même qu'il ne savait pas, il a appris à utiliser en fait. Et aujourd'hui, j'ai hérité cet appareil et j'aime bien. Je prends des photos. Je pense que j'ai commencé à prendre photos dans mon adolescence et donc c'était une façon on est très perdu, n'est-ce pas, quand on est ado, on ne sait pas quoi faire en fait et il y a toujours une crise et donc c'était un moment d'être avec moi-même, enfin créer ma personnalité, de montrer que j'avais un regard, que j'avais, enfin, et donc je prenais beaucoup de photos. Oh, je prends pas de photos tout le temps, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. Donc la lumière, c'est quelque chose qui me passionne. Par exemple, le soleil qui frappe, qui touche le mur à l'après-midi. Ça me donne envie de boire une tasse de café, par exemple, ou de regarder le ciel. Même, je pense que la photo, c'est de la lumière. Et la lumière, ça m'intéresse. Ça change complètement tout. Hein? Donc, et voilà, c'est ça. Ah, c'est cool. Alors, quand tu prends les belles photos que tu mets sur Instagram, tu penses à tout ça, hein, la lumière, parce que... Non, pas du tout. Pas du tout? Ah non, c'est pas vrai. Non, je réfléchis pas, mais maintenant j'explique le pourquoi. Mais quand je photographe, je réfléchis pas beaucoup. Ah oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'avouer une chose. Hein? J'étais une personne, c'est une chose de mon passé. J'étais une personne qui avait un certain préjugé envers la photo. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai toujours vu la photo comme une chose très pratique. Dans le sens de, je prends la photo pour enregistrer un moment duquel j'aimerais me souvenir. Donc, c'est une chose qui a une utilité. Donc, je n'aimais pas aller dans des expositions de photos parce que ce n'était pas une chose que j'ai vécue. Donc, je ne voyais pas le sens de me souvenir d'une chose que je n'ai pas vécue. Tu comprends? Oui, oui, oui. Mais après, j'ai compris cette idée de l'art. Parce que la photo, quand on prend une photo, on ne prend pas nécessairement la photo de la chose comme elle est. Mais on va prendre la photo d'une chose qui est dans un moment déterminé, grâce à une lumière déterminée, à une position de la caméra déterminée. Donc, il y a la main de la personne, et le regard, plutôt, comme c'est la photo, il y a le regard du photographe. Ça se passe souvent quand on voit des photos incroyables d'un lieu quelconque, du Christ à Rio, ou peu importe le lieu. Et quand on y est, on regarde la chose, on dit, ah ben, mais c'est ça. Les photos étaient beaucoup plus belles que ça. Et c'est dans ces points-là
que j'ai compris. C'est à ce moment-là que j'ai dit, waouh, ben, pourquoi la photo elle est plus belle parfois que la chose? C'est comme la littérature, hein. Pourquoi un poème qui va parler d'une table est plus beau que la table? Pourquoi la photo de la Tour Eiffel, c'est plus belle que la Tour Eiffel? Parce que c'est l'art, hein. Ça, c'est le point artistique, c'est ça l'art, hein. Et j'ai une phrase de Proust, parce qu'ici dans mon bureau, j'ai un mur que je l'ai peint avec de l'encre de tableau noir. Et il y a plein de phrases que j'écris, que j'écoute ou que je lis et j'écris, parce que ce sont des phrases que j'aimerais lire souvent, hein. Lire et relire, en fait. Et là, il y en a une de Proust qui parle comme ça, je vais la lire ici, hein. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans la réalité le charme du songe. Donc, je pense que la photographie, c'est exactement, l'art, c'est exactement ça. Quand on voit, on est devant une œuvre d'art qui fait référence avec une chose réelle. On va avoir cette idée qu'on peut goûter la même sensation qu'on a goûté dans l'art, dans ces cas, dans la photographie, quand on va, nous-mêmes, on se dirige vers la chose, hein. Mais c'est pas vrai. Donc, Oui. c'est pour ça que j'aimerais te demander cette chose du regard. Comment tu vois cette chose du regard du photographe? Comment tu regardes les choses? Je sais pas, je pense que c'est un peu ce qu'on parlait du yoga, de la méditation, de tout ça. Quelquefois, je pense que on est très dans une ville, on vit une vie très mécanique quelquefois, et donc je pense que ça, je pense que c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, avec le mystère, avec le monde tout entier, l'univers qui est dans nous. Maintenant, je suis philosophe. Mais je pense que c'est ça, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, enfin, on sépare toujours, n'est-ce pas, le corps de la tête, de l'esprit. Mais en fait, on parle de la raison, on parle de la nature comme une chose qui n'est pas nous. Donc, je pense que c'est cet exercice-là de vivre, n'est-ce pas, de sentir. Et je pense que pendant la pandémie, ça c'est ce qui me nourrit, en fait. Parce que je ne suis pas toujours inspirée, je ne vois pas des belles choses, mais je pense que sentir. Je pense que c'est sentir, ouais, en fait. Et voilà, c'est ça. Parfait. Bon, alors, on avance, n'est-ce pas? On est en train de finir, d'arriver à la fin de notre podcast. Donc, alors maintenant, je te pose une question, Adrienne. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu indiques pour les auditeurs aujourd'hui? Bon, je vais farcir ce pain et je ne vais pas une autre manière de farcir aujourd'hui ce pain qu'avec Fernando Pessoa. Je vais farcir ce pain avec le livre Guardador de Rebanhos. En français, peut-être, c'est je ne sais pas la traduction officielle, hein? Comment on dit? Le berger des moutons, ou c'est pas berger, c'est le gardien des moutons, je dirais plutôt, hein? Ce n'est pas berger le mot guardador, hein? Fernando Pessoa, il a choisi ce terme, hein, guardador. Donc, je pense que c'est le gardien des moutons, plutôt, hein? Que c'est ma Bible. J'aimerais partager, pas dans le sens de vous catéchiser, mais je pense que c'est pour ceux qui sont perdus, comme moi, je le suis toujours, c'est un bon livre à lire, hein? C'est une bonne Bible à suivre. Voilà. Et toi, Lisa? Bon, en fait, moi, je vais
c'est ce qui va avec mon pain aujourd'hui. C'est une œuvre d'un écrivain que je pense que, enfin, moi et plusieurs Brésiliens, je pense, qui sont beaucoup touchés, que c'est Ailton Krenak, ouais, un livre qui s'appelle, en français, il va sortir, n'est-ce pas? Il va être publié en français et avec le titre La vie est à peine utile et en portugais A vida não é útil, ouais. Donc c'est un livre, c'est un auteur en fait qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai lu en 2020, donc juste quand la pandémie elle est arrivée. Et je pense que on le lit maintenant, c'est pas par hasard en fait, c'est parce qu'on a besoin en tant qu'humanité, en tant que société, n'est-ce pas, et même dans notre subjectivité, de lire ce qu'il dit en fait. Une personne extraordinaire et qui dit des choses nécessaires qu'on n'a jamais écoutées, je pense. Hein. Donc voilà. Ah, parfait. Donc, nous avons notre premier podcast, n'est-ce pas? Oui. Ah bon, merci beaucoup à tous qui sont là jusqu'à la fin. J'espère que vous nous accompagnez dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, on sera là déjà avec notre premier thème de ce mois. Et je pense que vous allez aimer. On a pensé des bonnes choses, des belles choses à discuter avec vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, je répète, @panfrancaispodcast, et nous suivre aussi sur Spotify, Panfrançais Podcast. Et à la prochaine. Voilà. À la prochaine. Merci. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonsoir. Et oui. Ciao. À la prochaine.